Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 15e conférence, j'aborderai la contribution de la Société Saint-Jean-Baptiste à l'œuvre de l'éducation nationale. On se rappellera que la devise de la SSJB est « Rendre le peuple meilleur ». Et depuis sa fondation, l'éducation a été considérée comme le principal moyen pour y arriver. Je rappelle aussi que pour favoriser l'éducation des Canadiens français, la Société Saint-Jean-Baptiste avait créé des cours publics au Monument national. Elle avait soutenu la création d'institutions d'enseignement comme les HEC et elle avait même contribué financièrement à la construction de l'Université de Montréal. Durant la Seconde Guerre mondiale, le président de la Société, Roger Duhamel, a lancé l'idée de favoriser l'accès à l'éducation supérieure des Canadiens français et en créant un programme de prêt qui couvre non seulement les frais de scolarité, mais aussi les frais de subsistance. Les dirigeants de la Société s'inspiraient à ce moment-là d'un modèle qui avait été développé par la communauté juive et ce système de prêt d'honneur s'appelait Hebrew Free Loan. Cette organisation avait pour mission de prêter de l'argent sans intérêt à toute personne qui voulait poursuivre des études. Donc, à sa séance du 25 janvier 1944, Roger Duhamel propose au Conseil général de créer un programme d'aide destiné aux étudiants du Québec. La résolution se lisait comme suit. Le prêt d'honneur est une œuvre de bienfaisance et d'éducation relevant directement du Conseil général. Son objet est de décerner des bourses d'études à des étudiants pauvres ou des bourses de secours pécuniaires à des étudiants déjà pourvus de bourses d'études, mais incapables de défrayer les coûts de leur voyage, de leur pension ou de leur entretien. On considère que cette initiative fut une des œuvres les plus importantes créées par la Société Saint-Jean-Baptiste. Le but premier était évidemment de financer des jeunes talents pour leur permettre d'étudier et d'acquérir des compétences. Et on se rappelle qu'un des obstacles au succès économique des Canadiens français était leur manque de compétences en matière commerciale et financière. Ce projet avait aussi, au-delà de sa mission nationale, avait aussi comme objectif de redynamiser les sections parce que celles-ci devaient organiser la sollicitation de fonds auprès du grand public. Et ceci permettait de recruter de nouveaux membres. Il ne s'agissait pas à proprement parler de charité intellectuelle, mais cette bourse qui était accordée à l'étudiant devait être remboursée sur son honneur dès qu'il aurait obtenu un emploi. Et la majorité des prêts qui étaient accordés à cette époque se situaient entre 400 et 600 $. Cette initiative est en quelque sorte le précurseur ou elle préfigure ce que le gouvernement du Québec allait mettre sur pied durant les années 60, c'est-à-dire le système des prêts-bourses qui existe toujours au Québec. La Fondation du prêt d'honneur, donc, a obtenu son incorporation le 14 mars 1947 et elle lança une campagne de souscription ayant un objectif de 50 000 $. En 1957, on a commencé à faire appel aux étudiants pour qu'ils sollicitent les dons du grand public et ce sera l'opération appelée la Grande Visite étudiante. Cette opération a mobilisé 10 000 étudiants qui ont sillonné les rues de Montréal pour recueillir des dons. Et les campagnes de souscription menées par ces étudiants ont rapporté entre 1958 et 1963 une moyenne de 185 000 $ par année, qui servait donc à financer l'octroi de prêts et de bourses.
De 1944 à 1971, il y a eu 8 780 prêts qui ont totalisé 3,2 millions de dollars. En 1964, on va introduire une modification au système puisqu'on va imiter des États américains qui avaient adopté la formule du financement 5 pour 1. Donc, on va conclure des ententes avec les institutions financières qui vont accepter de prêter 5 fois le montant de la bourse obtenue à travers le prêt d'honneur, ce qui permettait donc d'obtenir des bourses plus substantielles. Au fur et à mesure donc que le remboursement des anciens prêts se faisait, il y avait de nouvelles bourses qui pouvaient être attribuées et donc il y avait un plus grand nombre d'étudiants qui pouvaient en profiter. Ces programmes gouvernementaux qui seront établis à partir des années 60 pour soutenir les étudiants à travers le système public de prêt-bourse vont donc rendre l'initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste obsolète, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus sa raison d'être. Mais donc, on va modifier en 1971 les principes de financement du prêt d'honneur. On va donc, à partir de 1971, accorder des bourses de recherche aux étudiants qui voulaient continuer des études postdoctorales. Plus tard, on va aussi transformer ce programme de prêt-bourse pour financer de grands projets de recherche et donc on va accorder des subventions. Exemple, une subvention de 50 000 $ qui a été accordée à la chaire d'études Hector Fabre, établie à l'UQAM et qui se spécialisait en histoire politique du Québec. Cette chaire avait été confiée à Robert Comeau. On va aussi soutenir la création de l'Institut de recherche en économie contemporaine avec une bourse de 25 000 $. À l'occasion du 50e anniversaire de la Fondation du prêt d'honneur, on va honorer des personnalités publiques qui ont bénéficié du soutien de ce système de prêt. Et en particulier, il y aura le directeur de l'École polytechnique, André Bazergui, la journaliste Denise Bombardier, l'avocat Robert Burns, le mathématicien Maurice Labbé, le docteur Yves Lamontagne, l'homme d'affaires Guy Latraverse, la syndicaliste Lorraine Pagé et l'astrophysicien Hubert Rive. Voilà donc des personnalités qui ont profité de la Fondation du prêt d'honneur. En 2018, la Fondation du prêt d'honneur change de nom et devient la Fondation Maurice Séguin en l'honneur du réputé historien et théoricien du nationalisme québécois. Et la Fondation poursuit donc son œuvre de bienfaisance dans le domaine de la recherche en sciences sociales. Les actions de la Société ne s'arrêtent pas à financer des études. Elle veut aussi stimuler la fierté nationale et le sentiment d'appartenance. Et elle propose donc aux Canadiens français des modèles qui se sont distingués par leurs œuvres. Toujours sous la présidence de Roger Duhamel, la Société Saint-Jean-Baptiste va créer des prix littéraires dotés d'une bourse de 500 $ et destinés à l'auteur d'un ouvrage littéraire qui servait les intérêts supérieurs du peuple canadien-français. Alors, le prix fut nommé en l'honneur de Ludger Duvernay et le premier récipiendaire de ce prix en 1944 fut Guy Frégault pour son livre Iberville le Conquérant. Par la suite, la Société va instituer de nombreux prix, dont le prix Oliver Asselin décerné pour le journalisme, le prix Victor Morin pour le théâtre, le prix Calixa Lavallée pour la musique, le prix Philippe Hébert pour les arts plastiques, le prix Esdras Mainville pour les sciences humaines, le prix Maurice Richard pour le sport et le prix Chomédé de Maisonneuve honorant une personnalité montréalaise. Voilà donc une autre forme d'action qui vise à stimuler l'admiration ou la fierté des Canadiens français vis-à-vis les personnalités qui ont réussi des carrières importantes.
Le but de la société a toujours aussi été de stimuler la connaissance historique chez les jeunes. Et en 1992, pour y arriver, on va instituer un nouveau prix, le prix du mérite en histoire, qui récompensait les meilleurs élèves de quatrième secondaire des écoles de la région de Montréal. En 2018, à l'occasion de la Journée nationale des patriotes, la Société a rendu hommage à près d'un millier d'étudiants qui se sont distingués de cette manière en histoire. Autre prix qui sera attribué à partir de 1975, c'est le prix du patriote de l'année, qui est attribué à une personne qui s'est distinguée pour la défense des intérêts du Québec et des luttes démocratiques. Ce prix fut créé à l'initiative de la section Montréal-Nord, présidée à l'époque par Jacques Bergeron. Il a été attribué à des artistes comme Gilles Vigneault, Paul Piché, Pierre Falardeau, ou d'anciens politiciens comme Bernard Landry, Jacques Parizeau, Camille Lorrain, Monique Vézina, des syndicalistes comme Fernand Daou et Gérard Larose. Autre prix créé en 2015 à l'instigation de Mme France Langlais, qui était vice-présidente du Conseil général. La Société, donc, veut honorer des pionnières féministes et elle a créé le Grand Prix Hélène Pedneau, qui est dédié à l'avancement des femmes. Hélène Pedneau était une écrivaine féministe et indépendantiste et elle avait elle-même été désignée patriote de l'année en 2009. Alors, depuis 2015, le prix fut remis successivement à Régine Laurent, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, à Josée Boileau, rédactrice en chef du Devoir, à Claire Bolduc de Solidarité rurale et à France Théoret, poète, écrivaine. Il faut aussi mettre au compte des bonnes actions de la Société Saint-Jean-Baptiste la création de bibliothèques enfantines. Les nationalistes, depuis les années 30, dénonçaient le processus d'américanisation et se manifestaient au cinéma, dans la chanson et dans la littérature. Et je cite ici un extrait d'un texte de la Société où on écrit « Nos manuels scolaires, nos livres de récompense, notre littérature enfantine, notre enseignement même ne s'inspirent pas assez du génie français et ne tiennent pas suffisamment compte de nos origines et de nos caractéristiques ethniques. » Alors, pour combattre cette tendance, la Société décide en 1952 de créer des bibliothèques enfantines en faisant des dons de livres aux bibliothèques de la ville de Montréal. Alors, cette initiative a été proposée par Eugène Thérien. Dans l'esprit de son initiateur, il s'agissait donc de combattre les lectures insignifiantes et les mauvaises lectures comme celles qu'on trouvait dans les comics. Thérien expliquait ainsi son projet. Ces bibliothèques sont une des formules les plus heureuses et les plus efficaces pour intéresser nos jeunes aux lectures intelligentes et pour former leur âme en la pénétrant d'esprit chrétien et français. Durant les 14 années où ce programme a existé, la Société a remis 25 000 livres et ces livres ont touché environ 100 000 jeunes. Ce programme d'éducation populaire a pris fin en 1967. Toujours au chapitre de l'éducation nationale, la Société a aussi mené des actions intellectuelles pour influencer l'évolution du mouvement nationaliste. Elle a créé en 1952 une école de la pensée nationale qui est destinée à fournir aux membres de la société une grille de lecture des problèmes d'actualité. Alors, les cours se donnaient une fois par mois par des intellectuels chevronnés comme Esdras Mainville, Roger Duhamel, Richard Arès, qui traitent de l'histoire du Canada français et des luttes pour la survivance. Il faut aussi mentionner le soutien apporté en 1952 à la création du Collège militaire royal de Saint-Jean. La Société a adressé un mémoire en ce sens au premier ministre Louis Saint-Laurent, dans laquelle elle dénonçait l'ostracisme dont les Canadiens français étaient victimes dans l'armée, où ils ne représentaient que 7 des officiers. Donc, la Société a réclamé que des unités francophones soient commandées en français
et qu'en conséquence, ces officiers soient formés dans un collège bilingue. Elle va aussi participer financièrement en 1952 à la création de la chaire de civilisation canadienne-française à l'Université de Montréal. Il s'agissait d'offrir un programme de cours étalé sur 2 ans qui devait mener à l'obtention d'un certificat décerné par la Faculté des sciences sociales. Alors, le but de cette formation est défini de la façon suivante. J'ouvre les guillemets. Afin d'enrichir son âme nationale au bénéfice de la patrie et de la foi, le Canadien français se doit de prendre une vue claire et profonde des valeurs essentielles de civilisation dont découlent son histoire, son droit et son ordre social, ainsi que les manifestations principales de sa vie collective. Cette chaire de civilisation canadienne-française sera inaugurée par un discours de Lionel Groulx qui va décrire les contributions de la civilisation canadienne-française à la civilisation de tout le pays canadien, comme il disait. En 1961, on a mis sur pied un programme de conférences destiné aux étudiants des collèges classiques. On a appelé ce programme les conférences Duvernay, qui mobilisait des orateurs chevronnés comme Michel Brunet, Richard Arès, François-Albert Anger, qui allaient parler aux jeunes de la fierté et du sens national. La première année, dans ce programme, il y a eu 73 conférences qui furent organisées dans 28 institutions d'enseignement, ce qui permettait de rejoindre 4000 jeunes. On peut donc dire que la Société Saint-Jean-Baptiste a joué un rôle de substitution essentiel à une époque où l'État n'intervenait pas dans le développement de l'éducation, préférant laisser le champ libre au clergé. Elle a procuré donc au Québec des programmes innovateurs qui seront, dans les années 60, repris par l'État du Québec, qui comprendra l'importance de l'éducation pour l'avenir du peuple québécois. Le mouvement de modernisation de l'État qui prend forme dans les années 60 laissera la Société Saint-Jean-Baptiste en plein désarroi, car elle sera obligée de se redéfinir, puisque les principales fonctions qu'elle avait assumées étaient désormais prises en charge par le gouvernement du Québec. Elle traversera donc au début des années 60 une période de crise et de remise en question où elle devra s'adapter aux nouvelles réalités de la Révolution tranquille. Ce thème, je le développerai dans la prochaine conférence. Merci encore une fois de votre attention et j'espère vous retrouver la prochaine fois.